novembre 2016. Bonsoir, merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. Donc voici le sommaire. La première dame de la République échange à Beijing avec la vice-présidente nationale des femmes communistes. Les entretiens portent sur la coopération et la promotion féminine. La semaine de la citoyenneté marquée par des conférences, débats, séances de sensibilisation et causeries éducatives. Pour l'occasion, les services de sécurité routière invitent les usagers au respect du code de la route. 150 tablettes numériques pour les élèves des communes de Koya et de Breka. C'est un don de la Fondation Orange. Avec l'appui du Plan Guinée, les apprenants apprécient le geste. Mesdames, Messieurs, encore une fois, bonsoir. En séjour de travail en Chine, la première dame de la République s'est entretenue avec la vice-présidente de la Fédération des femmes communistes de Chine. Il a été question de coopération et d'échange d'expériences en matière de promotion féminine. De Beijing, voici le reportage de Ali Badara Kondi. La première dame de la République, en compagnie de certains membres de son cabinet, a rencontré la vice-présidente de la Fédération nationale des femmes communistes de Chine. Créée en 1949 par le Parti communiste chinois, cette organisation est la seule censée représenter la cause des femmes chinoises. Elle joue notamment le rôle de croix de transmission en faisant valoir son avis consultatif lors de prises de décision sur les politiques de l'État. C'est pourquoi Hadjedjene Kondé a profité de ces instants pour échanger des expériences entre la Guinée et la Chine. C'est une expérience très enrichissante parce que c'est quand même une association qui existe depuis 70 ans, sinon plus. Elles sont plutôt très organisées et elles font beaucoup de choses en Chine, non seulement à l'échelle nationale mais aussi internationale. J'ai tenu à rencontrer cette structure, c'est pour les femmes de Guinée. Mettre un point d'honneur, puisque en femme aussi, les femmes, en Guinée aussi, les femmes font beaucoup de choses. Donc les mettre en contact avec cette fédération dans le cadre d'échanger de l'expérience, non seulement cela, mais aussi servir d'appui pour la formation politique, la formation professionnelle de ces femmes. En 2015, la Fédération nationale des femmes de Chine a déclaré par la voix de sa présidente accorder une grande importance à la tradition familiale, à l'éducation, aussi promouvoir les valeurs fondamentales socialistes et les vertus traditionnelles de la nation chinoise. Le Congo-Brazzaville vient d'abriter la 42e session du Conseil des ministres de l'OHADA. La délégation guinéenne était conduite par le ministre d'État chargé de la justice. Durant 2 jours, les experts venus des pays membres ont statué sur le budget du fonctionnement des organes de l'OHADA. A précisé que c'est la Guinée qui prendra la présidence de l'OHADA en 2017. Tierno Younoussaba revient de Brazzaville. Voici son compte-rendu. Le Congo, vers la fin de son mandat à la tête de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Depuis janvier 2016, le pays gère la présidence tournante du Conseil des ministres de l'espace. À quelques mois de la passation du pouvoir à la Guinée, plus de 100 experts et une vingtaine de ministres de l'organisation échangent sur le budget de fonctionnement de l'institution. Au terme de cette 42e session essentiellement budgétaire, les délégués se sont accordés sur un fonds de plus de 7 milliards de francs CFA pour 2017. Cette fois-ci, nous sommes là pour parler du budget des institutions de l'OHADA, c'est-à-dire du secrétariat permanent qui est l'organe exécutif de l'OHADA. Et nous avons l'école régionale supérieure de la magistrature qui est basée à Porto-Novo. Et nous avons ensuite la Cour commune de justice et d'arbitrage. Ces institutions-là fonctionnent, elles ont un personnel, donc il faut bien prévoir un budget. OHADA, un outil d'intégration par excellence, est devenu ces dernières années un véritable instrument de promotion du droit des affaires. En janvier prochain, la Guinée va diriger le Conseil des ministres de l'organisation pour une période d'1 année. Je tiens à préciser que l'OHADA est sans doute l'une des organisations les plus fédératrices en fait en termes d'harmonisation des compétences dans un espace économique bien donné. Donc c'est absolument important pour l'environnement des affaires que la Guinée participe à ça et y joue un rôle actif. La Guinée succède au Congo à la présidence du Conseil des ministres, ce n'est pas un hasard. Certes, on a tenu compte de l'ordre alphabétique des États,
Donc j'étais vice-président. Dès le 1er janvier, la Guinée prend la présidence de l'OADA. Il y aura la passation de pouvoir entre mon frère le ministre Pierre Mabiala, ministre de la Justice du Congo, et moi-même, représentant mon pays, la Guinée. Aux côtés des 17 pays membres du droit OADA, plusieurs partenaires techniques et financiers viennent en qualité d'observateurs. La francophonie, la Banque mondiale et autres prennent l'engagement d'accompagner l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires afin de promouvoir les investissements. L'autre temps fort de cette édition, un document provisoire du plan national de développement économique et social, est un examen ici à Conakry. Ce document prend en compte toutes les préoccupations de l'État guinéen. La rencontre mobilise les différentes forces vives de la nation. Durant 3 jours, les participants vont débattre des questions liées au développement des secteurs porteurs de croissance. C'est le Premier ministre chef du gouvernement qui a ouvert les travaux ce matin, Hadi Kamara. C'est un document version provisoire que le gouvernement et ses partenaires techniques et financiers examinent pour doter notre pays d'un plan national de développement économique et social PNDS en abrégé. Il prend en compte toutes les contraintes, les faiblesses et les défis majeurs liés au développement de la Guinée. L'objectif de ces assises est de partager avec les différentes composantes de la nation le contenu de cet avant-projet de documents en vue de recueillir les avis et contributions de tous, afin que le plan prenne en compte les préoccupations de l'ensemble des couches sociales de notre pays. L'accent y est mis sur la situation macroéconomique et budgétaire, des grands équilibres financiers, ainsi que les progrès et acquis au niveau des différents secteurs productifs, sociaux, institutionnels et infrastructurels. C'est un exercice qui va privilégier les discussions autour de la problématique de financement des projets et programmes déjà ciblés par les autorités guinéennes avec en prime l'amélioration du vécu du Guinéen. Si l'élaboration du PNDS a été un défi pour le gouvernement, la mobilisation effective des ressources en faveur du plan, sa mise en œuvre et le suivi-évaluation sont des actions majeures à réaliser sur un horizon temporel à séquencer sur le court, le moyen et le long terme. Au-delà de tout, la commande publique représente quelque chose de très important pour votre pays et pour les pays en développement en général. Donc, toute la question des marchés publics, de la gouvernance sera essentielle dans l'analyse que vous ferez. Et un document aussi beau et aussi bon qu'il soit ne saurait être efficace et utile que si sa mise en œuvre était analysée et consensuelle et appropriée. La dynamique de développement initiée par le professeur Alpha Condé, chef de l'État, président de la République, requiert la mobilisation des ressources et assure les allocations vers les secteurs porteurs de croissance. Le gouvernement que j'ai l'honneur de diriger est résolument engagé à insuffler un nouvel élan à l'action publique en vue d'accélérer les réformes entreprises et renforcer la résilience de l'appareil d'État ainsi que les capacités nationales de gestion du développement pour créer les conditions de l'émergence économique et sociale de la Guinée. Comme on le voit, l'élaboration de ce document est une œuvre d'intérêt national qui va générer une dynamique de croissance dans le pays. Dans l'actualité encore, promouvoir le civisme dans toute sa dimension, c'est l'une des préoccupations du ministère de l'Unité et de la Citoyenneté. Les agents de sécurité routière invitent pour l'occasion les usagers de la route à respecter le code de la route et à adopter un bon comportement. Suivez ce reportage de Valérie Manet. Très souvent, circuler sur cette partie de l'autoroute Fidel Castro n'est pas chose facile. Des stationnements anarchiques occasionnent des embouteillages. Des comportements synonymes d'incivisme que dénoncent certains conducteurs agacés à bord de leur véhicule. C'est-à-dire chacun a son comportement ici. La police aussi, moi vraiment je peux dire ils jouent leur rôle. Parce que nous, on nous prend à cause des surcharges, arrêtants, mal garés. Tu as compris? Sinon, si tu ne fais pas tout ça, on ne te dérange pas. Pour les agents en charge de réguler la circulation routière, le manque de civisme affecte négativement la circulation routière. À longueur de journée, ils interpellent les conducteurs de véhicules pour violation du code de la route. Quand nous prenons le carrefour Bambeto, nous souffrons
de la part des automobilistes et des autres usagers piétons de beaucoup de choses, notamment les doubles, triples et quadruples fils. Ça ne finit pas, vous-même vous êtes témoin de ça. Et nous demandons, nous conseillerons seulement aux usagers de la route qu'il y ait policiers sur la voie publique ou pas. Ils doivent savoir que chaque route est divisée en 2 voies. Ça, on n'a même pas besoin de rappeler ça, puisque c'est des chauffeurs compétents. Ils sont considérés par la loi comme des chauffeurs, des conducteurs compétents. Donc si chacun essayait de respecter sa voie dans le cadre de la marche, il y aurait de l'embouteillage, mais il y aurait moins d'embouteillage. À l'occasion de cette semaine de la citoyenneté, les appels se multiplient pour inviter les Guinéens à cultiver les attitudes citoyennes et sociales. Pour certains, la solution commence à l'échelle familiale. Ce que je devais demander à cette population, que chacun se comporte d'une manière normale, qu'il se considère comme il est dans sa propre maison, de ne pas lancer les ordures ménagères dans la route. Je demande aux chauffeurs de garer très bien parce que ça va permettre la bonne circulation de la route. En consacrant cette semaine au civisme et à la citoyenneté, le ministère de l'Unité nationale et de la citoyenneté entend stimuler un changement de comportement des citoyens. La Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix, on en parle, a été lancée à l'Abbé à Bokeh. La cérémonie a mobilisé l'ensemble des couches socio-professionnelles de ces régions. L'occasion a été mise à profit par les autorités d'inviter les populations au respect des règles élémentaires de la citoyenneté. C'est un reportage de Sori de Kera. Pour cette première édition de la Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix, la région administrative de Bokeh a voulu conférer une dimension particulière à l'événement. À l'unisson, les différentes composantes sociales ont pris d'assaut la maison régionale des jeunes. L'enjeu est surtout de mieux faire comprendre aux populations l'importance des notions de paix et de citoyenneté dans la vie en société. Couplé au 58e anniversaire de l'armée nationale, le lancement de cette semaine est un bréviaire pour notre pays. Il correspond aux idéaux de la Troisième République qui aspire à une société guinéenne plus citoyenne. La Guinée, lorsqu'elle recouvrait son indépendance, la Guinée était unie. Les Guinéens étaient solidaires. Les Guinéens s'aimaient entre eux. Les Guinéens respectaient la loi. Les Guinéens étaient des vrais citoyens. Mais aujourd'hui, ayant le courage de faire le constat que cet état de choses a malheureusement reculé. Monsieur le Président de la République a institué la Semaine nationale de la citoyenneté. En le faisant, il nous invite à revenir vers les valeurs auxquelles nos ancêtres croyaient telles que l'amour de l'autre, le pardon, l'acceptation de la différence. Bref, tout ce qui concourt à une existence paisible et heureuse. Dans la région de l'Abbé, autorités, cadres de l'administration, sages et jeunes entendent profiter de cette semaine pour renforcer la cohésion sociale et la culture du civisme. Il sera donc question d'œuvrer à mieux cerner tous les contours du concept de la citoyenneté au bénéfice des populations de la région. Les citoyens doivent servir à rempart contre tout acte de nature à affaiblir la nation guinéenne dans son intégrité physique et morale. Il se veut de promouvoir la conscience des citoyens, le civisme, la justice sociale, l'éthique, la transparence et la bonne gouvernance dans l'exécution du DOA. Les relations entre les citoyens de la ville de l'Abbé, quand même il y a des choses à rectifier. Et je crois que maintenant, cette semaine peut apporter ce qu'il fallait faire pour remédier à cette citoyenne. Parce que quand le citoyen comprend vraiment quels sont ses droits et ses devoirs et surtout ses limites, jusqu'où il doit aller, et ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Pendant une semaine, l'accent sera donc mis sur l'information et la sensibilisation des populations à tous les niveaux pour une meilleure appropriation des concepts de paix et de citoyenneté. Il est donc prévu l'organisation des séries de conférences-débats, notamment dans les établissements scolaires, avec l'implication des autorités administratives et religieuses.
La semaine de la citoyenneté en Guinée, le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation demande aux enseignants de renforcer les cours d'éducation civique à l'école. Une déclaration faite à l'abbé, désormais 5 minutes de cours seront consacrées à l'enseignement du civisme. Amadou Touré est à l'abbé. À partir de l'école, comment former le citoyen modèle dans nos communautés? Le défi interpelle le département de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Il s'implique dans le cadre du lancement de la semaine de la citoyenneté. Ici à l'Abbé, le ministre dévoile la stratégie mise en place par son département pour endiguer le fléau de l'incivisme. Nous allons faire en sorte que dans chacune de nos classes, non seulement l'hymne national soit chanté, mais aussi nous allons faire en sorte qu'au niveau de nos différentes écoles, qu'il y ait au moins, de nos différentes salles de classe, qu'il y ait au moins 5 minutes de causerie sur le civisme et la citoyenneté. Chacun de vous doit connaître ses droits, mais aussi ses devoirs. On ne peut pas réclamer ses droits si on n'est pas capable de savoir ce que nous devons faire pour que notre pays soit un pays aimé, développé. Pour se rassurer de l'adhésion des responsables scolaires à l'initiative, notre équipe de reportage s'est rendue au complexe scolaire Yassine Diallo ici à l'Abbé. Mamadou Bobo Diallo est le proviseur. Tout comme lui, nombreux responsables saluent la décision. Nous l'apprécions sincèrement très bien. C'est une bonne chose parce qu'il faudrait que nos élèves vraiment se comportent en bons citoyens. L'inspection régionale aura un rôle de suivi, enfoncer le clou pour éviter les violences scolaires, pour éviter les dérapages qu'on a l'habitude de voir lors des manifestations. C'est qu'on ne lit pas ce qui a été enseigné au comportement. À l'occasion du lancement de la semaine de la citoyenneté, Dr Ibrahima Kourouma a procédé à la remise des kits scolaires au nombre de 10 000 aux élèves issus des familles défavorisées. C'est un don du chef de l'État, professeur Alpha Condé. La semaine de la citoyenneté, une action à soutenir. C'est parti pour l'audit organisationnel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. L'opération devrait permettre de définir de nouvelles orientations pour la qualification des jeunes à la recherche de l'emploi. Bernard Tonguino, reportage. L'opération vise à identifier toutes les pratiques qui entravent la qualification de l'enseignement supérieur dans le pays. Pendant 6 semaines, la mission se focalisera sur les fonctions et les structures du ministère, ses relations avec les départements partenaires et les universités publiques et privées. Le projet Booster les compétences pour l'employabilité des jeunes en Guinée aide les différents ministères à faire les réformes pour accompagner les différentes institutions et les différentes directions pour aider les jeunes à être employables en fait. Le diagnostic, il est tout comme un diagnostic médical, détecter les maux, les corriger par le biais de plans d'action. C'est un peu le but de notre mission au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur. Au terme de la mission, un rapport d'audit sera présenté. Le document contiendra entre autres les recommandations pour l'amorce des nouveaux élans dans le cadre de la qualification de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. L'accent sera surtout mis sur la conformité de la formation aux besoins du marché de l'emploi. Avec toutes les réformes en vue, avec tous les problèmes que connaît le secteur de l'enseignement supérieur et même de l'éducation en général, nous avons besoin de savoir quelle organisation qui peut répondre à ces défis. D'où cet audit organisationnel qui va nous permettre un peu de mettre en place toutes les structures compétentes pour faire face aux défis auxquels fait face le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Et ça implique beaucoup de préalables. Donc l'un de ces préalables, c'est avoir une organisation robuste, un ministère robuste avec des hommes capables, des ressources humaines capables pour faire face à ces défis-là. La réalisation d'un audit organisationnel du ministère de l'Enseignement supérieur est une activité de la composante 3 du projet Booster les compétences pour l'employabilité des jeunes en Guinée. L'activité devrait permettre de corriger les textes et procédures devenus caduques pour le bon fonctionnement du ministère et ses structures décentralisées. Éducation toujours, 150 tablettes pour les élèves des communes de Koya et du Breka. Ces kits d'éducation numérique vont aider les bénéficiaires à mieux maîtriser les cours. C'est un don de la Fondation Orange en collaboration avec Plan Guinée, une manière d'offrir aux enfants des zones rurales une nouvelle technique d'apprentissage. Alga Simba. La modernisation du système éducatif est en marche.
Plus d'une centaine d'élèves des communes rurales bénéficient de kits d'éducation numérique. Des tablettes et des vidéoprojecteurs connectés à 2 mini-serveurs sont distribués à Koya et Dubreka. Avec ces outils, les élèves pourront améliorer l'apprentissage des contenus éducatifs. Je suis très contente. On travaille avec ce tablette. Je ne fais pas pour prendre les photos et les images. Je travaille avec le tablette. À l'intérieur de ces tablettes, l'on retrouve 4000 livres de programmes scolaires ainsi que des exercices validés par le ministère en charge de l'enseignement. 45 000 livres électroniques de la bibliothèque Gutenberg y sont également stockés. Un appui de la Fondation Orange qui fête ses 9 ans d'existence en Guinée. Nous attendons que le corps enseignant puisse se servir de ces tablettes pour permettre à tous ces enfants d'accéder à l'infinité des supports pédagogiques qui sont déjà chargés sur ces tablettes. Par exemple, l'accès à la Khan Academy, l'accès aux supports pédagogiques concernant toutes les matières des programmes scolaires. Les tablettes restent à l'école. Donc on va faire un emploi du temps pour comment apprendre aux enfants comment utiliser ces tablettes dans le cadre de leur formation. Après la remise des kits, des séances de formation sont prévues avec les encadreurs des établissements pour une gestion efficiente de ces nouveaux outils didactiques. Comment minimiser la criminalité sur Internet? La question préoccupe magistrats et forces de l'ordre. C'est à la faveur d'une formation axée sur la prévention et la gestion d'attaques sur Internet. L'initiative devrait aboutir à la mise en place d'une brigade anticriminalité sur la toile. Mamadou Saliou Yalo fait le point. Avec 3 millions d'internautes, la Guinée poursuit sa marche vers la révolution numérique. Pour sécuriser le cyberespace, des magistrats, des membres des forces de défense et de sécurité améliorent leurs connaissances sur le cyberdroit. Cette session est une étape devant faciliter la mise en place d'une brigade contre la criminalité via Internet. Les autorités ont décidé de ne pas attendre que nos systèmes d'information soient victimes de compromission pour agir ou réagir. Et donc, c'est la prévention. Et cette prévention commence par la formation de la brigade de cybersécurité, cette brigade mixte qui va être composée de policiers, de gendarmes et de magistrats. Il faut comprendre que cette brigade, son rôle principal sera la protection des données à caractère personnel. C'est une matière où il faudra mettre l'accent parce qu'il s'agit d'une spécialisation tant au niveau des magistrats qu'au niveau des forces de défense et de sécurité. Plus précisément la police, la gendarmerie et les magistrats. Tout comme la drogue, tout comme d'autres matières qui appellent une spécialisation poussée, la cybercriminalité en est une où il faut former des spécialistes, des agents pour mener cette lutte. Durant 5 jours, ces participants vont échanger sur les différentes menaces qui pèsent sur les internautes. L'objectif est de prévenir et riposter contre les attaques sur la toile. L'Internet est un peu partout aujourd'hui et il y a beaucoup de transactions qui se font via ce canal. Donc il faut s'assurer que de bout en bout, il y a une sécurité non seulement des données mais des usagers. Et parce qu'au final, c'est un outil aussi d'investissement. Pour moraliser l'écosystème numérique, la Guinée s'est dotée de plusieurs lois, notamment celles relatives à la protection des données à caractère personnel. L'Association guinéenne des assistantes sociales vient de mettre en place un numéro vert. Le 116 est utilisé dans la lutte contre les violences basées sur le genre. L'ONG Aguias a organisé à cet effet une conférence pour expliquer la place qu'occupe le numéro vert 116. Fatima Toudialo signe ce reportage. 116 est le numéro d'écoute nationale. Il offre aux personnes victimes de violences une écoute anonyme depuis les locaux d'accompagnement et de prise en charge. Devant les journalistes, la présidente de l'Association des assistantes sociales explique l'importance de ce numéro dans la prévention des violences basées sur le genre.
Nous avons pu sauver au moins 72 filles de l'excision à travers ce numéro vert. Et ces filles sont suivies. Nous avons mis en place un système de suivi parce qu'au niveau de l'UNICEF a mis une cartographie qui nous facilite le référencement entre les acteurs, les intervenants. Et grâce à cette synergie d'action qui fait qu'aujourd'hui, si vous avez constaté, chaque jour qui fait, on parle d'un cas de viol. C'est grâce à ce numéro vert-là qui a encouragé les gens à briser le silence. Selon les statistiques de l'Association guinéenne des assistantes sociales, cette ligne d'assistance a reçu 48 000 appels en 2015. 15% de ces appels dénonçaient les violences physiques. Nous travaillons en partenariat direct avec la police, notamment nos projets, mais aussi les mêmes droits pour tous. Nous sommes en collaboration directe avec la justice, le pool d'avocats. Nous avons autour du numéro vert un pool d'avocats, mais aussi on a un centre d'accueil qu'on appelle la maison sécurisée. Outre ce centre, Aguias a mis en place une maison sécurisée et un centre d'accueil pour les enfants abandonnés. Des réalisations rendues possibles grâce à l'appui financier des partenaires comme l'ambassade des États-Unis. L'ONG Aguias est membre du réseau international des ONG de gestion des lignes téléphoniques vertes. Et puis une importante mission belge, mission économique belge, vient de séjourner à Conakry. La mission a eu des entretiens avec les autorités guinéennes et partenaires au développement. Un protocole d'accord a été signé entre la Confédération patronale de Guinée et la Chambre belge. Sur ce plateau, nous recevons le président de la structure Africa Plus, Bangali Yara. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Qu'est-ce qui a motivé l'arrivée des hommes d'affaires belges en Guinée? Oui, parce qu'en amont, on a organisé le premier forum économique international qui a été un forum de succès et qui a donné naissance à cette grande mission économique qui est arrivée en Guinée du 16 au 21 et qui était accompagnée de plus de 45 entreprises et chefs d'entrepreneurs belges en Guinée. Oui, le forum des opérateurs économiques, vous avez l'habitude de l'organiser en Belgique. Est-ce qu'on peut connaître les raisons, les objectifs visés par ça? En fait, justement, le forum économique international qui a lieu le 7 juin passé à Bruxelles a regroupé pas mal de chefs d'entreprise, mais aussi le secteur privé guinéen qui ont effectué le déplacement dans le sens de renforcer ici les relations commerciales entre la Guinée et la Belgique. Vous le savez déjà que la Guinée vient de rentrer comme pays prioritaire aux aides au développement. Donc ça a été une chose qui a été entamée par les Guinéens de Benelux, en fait la diaspora. Nous nous sommes dit que c'était l'occasion où nous devions aussi participer au développement économique de la Guinée dans le sens de la promotion de l'investissement direct étranger. Donc c'était l'objectif phare qui a été visé par nous les Guinéens qui vivent à Bruxelles. À quand le prochain forum? Le prochain forum aura lieu le mois de juin prochain, dans l'esprit de pouvoir mieux vendre la Guinée, mieux renforcer les relations, mais aussi faire l'incitation et un appel dans le sens des IDE, l'investissement direct étranger vers notre pays. Oui. Bangali Yara, président de la structure Africa Plus, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. L'autre image de l'actualité nationale, les acteurs intervenant dans le secteur minier, les élus locaux et les membres de la société civile sont en conclave ici à Conakry. La discussion porte sur les forces et faiblesses du secteur des mines. Ils tentent également de trouver de nouvelles stratégies visant à donner une nouvelle image au secteur minier guinéen. Les précisions de Mamadou Alpha Baldé. Alors que la Guinée multiplie les rencontres avec les plus grandes sociétés minières, au pays, une table ronde sur le secteur extractif est initiée. Il s'agit d'identifier les atouts, mais aussi les tares du secteur. Portées par le ministère des Mines, ces consultations se veulent décisives quant à l'amélioration du cadre des investissements miniers. Nous attendons de ces réunions des conclusions pertinentes sous forme de feuilles de route qui permettraient de prendre des actions administratives, réglementaires, légales pour que le secteur minier puisse se porter mieux pour le bien-être du Guinéen. Après avoir fait ce diagnostic exhaustif des problématiques liées aux questions de développement communautaire, nous devons pouvoir identifier les actions pertinentes qui pourraient vraiment renverser cette situation, disons, d'impact négatif ou réduire l'impact négatif de l'activité minière pour pouvoir en faire un levier de développement.
L'un des points évoqués au cours des échanges porte sur l'avenir des infrastructures minières. Le nombre de sociétés minières est en hausse. Le défi infrastructurel pointe à l'horizon. À Boké, par exemple, 3 compagnies au moins sont appelées à utiliser la voie ferrée de l'Anaïm. La Guinée va occuper une place assez importante dans le marché de la production de la bauxite. Alors l'ANEM, justement, sa vocation, c'est de faire en sorte que nous anticipions les besoins de ces acteurs miniers-là. Donc notre vocation, c'est l'étude, la conception, la maîtrise d'ouvrage, la levée de fonds et le financement de toutes sortes d'infrastructures minières pour faciliter l'installation de ces acteurs miniers. Dotée des 2/3 de réserves de bauxite mondiale, la Guinée entend faire du secteur minier l'un des plus compétitifs. Ce pour accélérer la mise en valeur des richesses dormantes du pays. Et puis, ce communiqué du ministre de l'Unité nationale, le ministère de l'Unité nationale et de la citoyenneté remercie la société civile et l'ensemble du système éducatif guinéen, enseignement technique, secondaire et universitaire, pour leur mobilisation pendant les 2 premières journées de la Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix. Le comité d'organisation de la CENACIP souhaite leur accompagnement pour la suite de l'événement. À cet effet, le ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté informe l'ensemble des citoyens guinéens qu'après le lancement officiel de la Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix, la journée du jeudi 3 novembre 2016 est consacrée à la réalisation des actes citoyens symboliques et forts. Aussi, chaque citoyen aura la possibilité de réaliser l'acte qu'il considère comme le plus significatif à ses yeux en matière de citoyenneté. Il invite également l'ensemble des populations à se mobiliser pour participer massivement aux actes citoyens. Le ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté se félicite de la tenue de cet événement majeur qui contribue au renforcement de la culture de la paix, du civisme et de la citoyenneté par la promotion du respect, du rattachement et du dévouement des citoyens guinéens pour leur patrie, signé Khalifa Gassama Yabi, ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté. Et puis cette autre information qui vient de nous parvenir, le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, président du comité de suivi de la mise en œuvre de l'accord politique du 12 octobre 2016, a l'honneur de convier les membres du comité de suivi du dit accord à la première session inaugurale le jeudi 3 novembre 2016 dans la salle de conférence de son département à 12 h. La présence effective de tous les membres du comité de suivi est vivement souhaitée, signé Général Bourema Condé. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Où que vous soyez dans le monde. À demain.